Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et en ce jour, j'ai le plaisir d'accueillir au studio Louis Lourme, notre recteur des facultés Loyola Paris. Bonjour Louis. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous recevoir de nouveau. Vous avez déjà contribué à pas mal de podcasts ici et aujourd'hui, nous allons discuter d'un de vos thèmes de prédilection, l'éducation. Un enjeu majeur dans le monde actuel. En fait, il a toujours été un enjeu majeur dans l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, peut-être parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, un peu partout, il semble y avoir une sorte d'urgence dans le domaine de l'éducation. Mais pourquoi ce sentiment d'urgence? Et la philosophie, plus particulièrement la philosophie de l'éducation, qui est un champ en philosophie actuelle, peut-elle encore apporter quelque chose aux éducateurs? Parce que je me dis, les philosophes, l'image qu'on a souvent des philosophes, et qui parfois est vraie, nous sommes des gens, nous travaillons dans des universités, dans des bureaux. Les éducateurs, eux, ils sont vraiment en première ligne. C'est eux qui véritablement forment les enfants. Donc, qu'est-ce que nous pouvons leur apprendre à eux en griffe? Ne court-on pas le risque qu'on nous objecte? En fait, vous êtes juste des personnes dans des bureaux, vous ne pouvez pas comprendre ce que vivent les personnes qui véritablement sont face aux enfants, en particulier dans les zones plus difficiles. Donc la philosophie a-t-elle encore un rôle à jouer là-dedans? Wow, ça pour une première question, c'est une sacrée première question. Euh, alors dans l'ordre des différents éléments que vous mentionnez, je crois que une première chose, c'est que je ne sais pas si la philosophie de l'éducation, si je souscrirais complètement à l'idée que la philosophie de l'éducation répondrait à une urgence. Mhm. Voilà. Euh, je ne sais pas si la situation actuelle euh, est- nous met face à une telle urgence. C'est sûr que c'est ce qu'on entend dans le, dans, Tout dans à le fait. champ politique, ça c'est certain, c'est-à-dire que tout est en crise, l'éducation aussi, et Exact. donc je ne sais pas si le rôle de la philosophie c'est de répondre à ce qu'on nous vend comme étant une urgence. En Mhm. revanche, euh, il y a une, comment on pourrait dire, il y a une euh, légitimité de fait au discours philosophique sur l'éducation, légitimité à la fois historique, c'est un objet très classique en philosophie, l'éducation. Et puis il y a probablement une légitimité contemporaine spécifique, parce que on pourrait dire qu'il y a des regards concurrents sur l'enfant, il y a des manières de faire concurrentes, et puis il y a probablement aussi des concurrences quant à ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler les finalités de l'éducation. Mhm. Et donc, euh, peut-être que la philosophie, un de ses mérites en éducation, ou un de ses intérêts, disons, voilà, c'est de préciser les finalités Oui. collectives, c'est-à-dire qu'est-ce que, comme corps politique, que vise-t-on quand on éduque, pourquoi éduque-t-on, en gros, Mhm. et ça fait jamais de mal de le répéter, parce que nos sociétés évoluent, parce que, voilà, Bien sûr. ça fait jamais de mal de le repenser aussi, parce que évidemment, on vise pas tout à fait la même chose quand on éduque aujourd'hui que lorsqu'il y a 50 ans. Bon, ça c'est, on pourrait dire, une visée collective. Je crois que pour, pour honorer aussi la dimension de votre question qui fait droit aux éducateurs de terrain, c'est-à-dire ceux qui connaissent bien ce que c'est qu'une salle de classe, ce que c'est qu'un enfant, qu'une difficulté scolaire, qu'un échec, une réussite, etc. Je crois que la philosophie, comme toujours, apporte ou peut apporter, disons, euh, euh, un angle plus personnel, on pourrait dire presque existentiel pour l'éducateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut viser individuellement. Voilà. Mhm. Que vise-t-on collectivement? Est-ce qu'on est d'accord sur les buts assignés à la relation éducative ou à la structure éducative, on pourrait dire? Et puis aussi, que peut-on viser individuellement? J'ajoute, enfin, ou je précise ça en disant que la philosophie de l'éducation euh, apporte peut-être aussi un regard transversal sur
l'ensemble des types de relations éducatives euh, qu'on peut connaître. Un éducateur, c'est pas seulement un prof dans une classe. Un Tout éducateur, à c'est fait. aussi un surveillant dans un couloir, mais C'est c'est vrai. aussi un parent face à son enfant, c'est aussi un chef scout ou un, ou un animateur dans un club sportif, ou un éducateur dans un club sportif, voilà, ou un éducateur en prévention spécialisée. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que euh, la philosophie de l'éducation, on pourrait se dire aujourd'hui qu'est plus morcelée que jamais, ou plus éparpillée que jamais la relation éducative, bon, bah, probablement qu'un des mérites de la philosophie de l'éducation, c'est aussi de réfléchir à la démarche éducative dans son ensemble. Et, et, euh, et ça, c'est intéressant. Quand je suis un praticien particulier dans tel domaine de la vie éducative ou de la relation éducative, ça peut avoir des vertus euh, de, de, de réfléchir à ma pratique à la lumière d'autres relations, d'autres types de relations éducatives. Par exemple, comme père, ça peut être intéressant Mhm. de réfléchir à ce que je fais quand j'éduque à la lumière de concepts ou de problèmes qui sont travaillés aussi dans d'autres domaines. Et ça, à mon avis, euh, ça souligne cette réflexion sur la visée collective, cette réflexion sur la visée individuelle, cette réflexion aussi sur la transversalité de certains processus éducatifs. Ça souligne le lien euh, immédiatement politique de la philosophie de l'éducation. Voilà, pour moi, c'est une branche de la philosophie politique. Alors, c'est une déformation professionnelle, puisque moi, je viens plutôt de la philosophie politique, mais Ah, enfin, ça saute aux yeux dès les, on pourrait dire presque dès les pages de Platon. La manière dont tu réfléchis à ce que tu souhaites que le corps politique devienne implique un regard sur ce qu'est une éducation légitime ou souhaitable. Voilà. alors donc le philosophe n'a pas à se substituer à l'éducateur. Il pose en fait un cadre de réflexion, il pose des questions qui peuvent éclairer nos manières d'éduquer. Donc, Oui, et puis bah, c'est tout à fait ça, mais euh, il y a aussi le fait que ce sont deux démarches différentes. Par exemple, un philosophe de l'éducation, la philosophie de l'éducation, c'est pas la science de l'éducation, hein. Il y a des d'accord. départements de sciences de l'éducation un peu partout. Euh, la philosophie de l'éducation pose d'autres types de problèmes, comme, je sais pas, la philosophie de l'art. Ben, c'est pas l'histoire de l'art. Bon, ben, Mhm. donc il y a des manières de traiter des questions qui sont propres à ces différents champs. Et la recherche contemporaine continue à traiter des questions qui occupent la philosophie politique et la philosophie de l'éducation en particulier depuis longtemps. Évidemment, si j'étais moraliste, Mhm. si j'étais spécialiste de philosophie morale, je pense que j'aurais pas de mal à montrer que la philosophie d'éducation est aussi très liée, par exemple, à la philosophie morale. Mais enfin, je fais ce pont-là parce que parce que ma réponse a commencé par redire qu'il y avait une réflexion sur la visée collective. Oui, Voilà. d'accord. Alors, j'aimerais revenir maintenant sur la place de l'enfant dans l'éducation. Euh, Pourquoi? Parce que, bon, aujourd'hui encore, on entend parler, et heureusement d'ailleurs qu'il y a les droits de l'enfant, mais il y a aussi pas mal de critiques, parce que quand on pense à l'éducation, on pense d'abord peut-être aux parents, aux éducateurs, à des personnes plus expérimentées qui sont censées, et ce qui est vrai, savoir mieux. Il y a 50 ou 100 ans, on n'aurait pas, par exemple, imaginé l'éducation euh, avec l'enfant prenant une place particulière parce qu'on supposait que les adultes savaient mieux ce qu'il fallait pour l'enfant. Mais aujourd'hui, on va par exemple parler d'éducation positive, de beaucoup. Enfin, l'enfant occupe désormais une place centrale dans le monde de l'éducation. Comment peut-on dire en fait qu'il transforme notre manière d'enseigner, d'accompagner, de transmettre les connaissances et tout le reste aujourd'hui? Alors ça, c'est très important. Et en fait, l'entrée que vous proposez, qui est une entrée historique, qui est Mhm. très frappante, évidemment, quand on regarde des cartes postales des classes d'avant, ce qui frappe, c'est que des cartes postales je sais pas, Oui, d'il y a c'est ça. 50 ans, 60 ans, 100 ans, qui montrent ce qu'étaient les salles de classe, ce qui frappe, c'est que euh, en même temps, la réalité est très proche, c'est-à-dire qu'on repère quelques, quelques signes. On n'a aucun mal à comprendre qu'il s'agit d'une salle de classe. Il y a des Mhm. bureaux, il y a un adulte, et puis il y a des enfants, puis il y a un tableau. Et, puis, voilà. Et en même temps, on voit bien que il ne viendrait plus à l'idée de personne de considérer que c'est une salle de classe contemporaine. Et c'est Non. probablement lié au fait que, en effet, le regard qu'on porte sur l'enfant, ou plutôt du regard qu'on porte sur l'enfant,
de la manière dont l'enfant est envisagé dépend en grande partie la manière dont on va penser l'éducation qu'on lui doit. C'est-à-dire que tout à l'heure, peut-être que j'ai eu un peu l'air de dire que tout dépendait de la vision collective politique qu'on avait, du corps politique qu'on souhaitait. Euh, En réalité, c'est déterminé aussi par le regard qu'on a sur l'enfant. Moi, je fais simplement peut-être deux observations complémentaires. La première, c'est que euh, on n'a pas attendu l'extrême modernité ou l'extrême période contemporaine pour avoir des personnes, des philosophes ou des penseurs de l'éducation, disons, qui ont voulu remettre l'enfant au centre ou mettre l'enfant au centre. Voilà. C'est pas un propre de la période archi-contemporaine, quoi. Mhm. C'est une petite musique qui revient régulièrement, c'est-à-dire la pensée de l'éducation est très régulièrement tirée par la manche par des philosophes ou des penseurs qui disent attention, attention, euh, quel est l'enfant dont tu parles? Est-ce que tu ne fais pas comme si l'enfant n'était qu'un réceptacle et donc voilà. Ça c'est la première chose. Donc on pourrait se dire que la période contemporaine peut être caractérisée par une place spécifique accordée à l'enfant, mais ça n'est pas une caractéristique strictement contemporaine d'avoir le souci de regarder l'enfant pour ce qu'il est et pas seulement comme collaborant à un projet collectif de construction du corps politique, si on voulait le dire de manière un peu rapide. Euh, et une deuxième remarque, c'est que le, l'image de la carte postale, de l'ancienne carte postale en noir et blanc, qui est amusante à regarder aujourd'hui, elle a l'air de dire peut-être que ça n'est que dans les manières de faire que les choses ont évolué. Les manières de sanctionner, ou les manières d'organiser l'espace de la classe, ou les manières d'organiser la relation. En réalité, bien sûr, il y a aussi le contenu qui a évolué. Selon la manière dont tu envisages ce que c'est qu'un enfant, son degré d'autonomie, sa capacité à prendre la parole, ses capacités cognitives d'ailleurs en règle générale, et bien évidemment, le contenu va varier. J'ajouterais presque la manière aussi dont tu es capable de comprendre ou de répondre aux difficultés qu'il rencontre. Mhm. La manière dont on traite aujourd'hui, les enseignants le savent bien, la manière dont on traite aujourd'hui des difficultés qu'on rencontre inévitablement quand on veut transmettre du savoir dans une classe, dont on veut accompagner la croissance dans une classe, la manière dont on traite les difficultés de tel ou tel ou tel et la multiplication des protocoles particuliers, ça c'est aussi parce que on regarde l'enfant d'une certaine manière. D'accord. Et pour revenir encore sur cette question du chercheur et du praticien, en fait, est-il vraiment important de les faire dialoguer? L'un apporte-t-il nécessairement quelque chose à l'autre dans faisant écho à tout ce que nous venons de dire là? Oui, alors c'est un dialogue qui est j'allais dire très fréquent, je sais pas si c'est très fréquent, très fécond, très fécond des deux côtés, donc bien sûr, euh, le chercheur parce que il y a une tentation, peut-être, je sais pas, à mon avis, elle est un peu fantasmée, mais enfin, il y a peut-être une tentation de la philosophie qui serait de, de s'enfermer dans son bureau pour réfléchir à un objet d'étude pourtant pratique, et donc de raconter un discours éthéré, enfin de développer un discours éthéré sur l'enfant, sur la classe, sur l'évaluation, je sais pas. Je suis pas sûr que ça guette vraiment le philosophe, mais je sais que dans le, dans l'idée qu'on se fait du discours philosophique, ça peut arriver. Donc après tout, au moins c'est un souci de la réalité pratique de l'objet d'étude. Euh, pour le praticien aussi, ça on l'a expliqué plus clairement tout à l'heure. J'ajoute peut-être une remarque complémentaire, et je veux ennuyer personne en disant ça. Mais il y a quand même une tentation dans la pensée de l'éducation actuelle, c'est de considérer que une recherche qui, qui, qui serait une recherche-action, mais strictement une recherche-action, Mhm. euh, serait le tout de la recherche possible en philosophie de l'éducation. Voilà. À mon avis, on a tout intérêt à considérer qu'il y a plein de vertus à une recherche-action sur les classes. Voilà. Il y a beaucoup de vertus à ce qu'on peut appeler l'échange de bonnes pratiques aussi. Voilà.
mais il y a quelque chose à quoi probablement il est bon de tenir, c'est aussi de la recherche fondamentale. Voilà, une recherche fondamentale sur ce que vous appeliez au début le sens de l'éducation. Voilà. C'est-à-dire considérer que ces questions-là euh, ne sont pas périmées. Voilà. Elles ont beaucoup occupé l'histoire de la philosophie, elles ont, elles ont une importance politique, on l'a dit, morale, etc., euh, qui, à mon avis, vaut qu'on prenne le temps de se les poser. Elles sont posées, hein, mais dans le discours ordinaire, euh, de- de- dans la manière qu'on peut avoir de s'adresser aux éducateurs, souvent, on réduit la question de la recherche à la recherche-action, ce qui n'est pas le tout de la recherche possible. Voilà. D'accord. Alors, je disais tantôt que la philosophie de l'éducation faisait partie de vos champs de compétences et cela se voit à travers ce que vous avez produit. Je pense notamment à deux livres que vous avez dirigés. Un intitulé Éduquer, c'est-à-dire paru en 2019 aux éditions Bayard, et un autre plus récent en 2024, Afin que nous portions du fruit. Euh, Afin que nous portions du fruit, pour moi, ça évoque nécessairement quelque chose des évangiles. Et j'en arrive donc à la question de l'éducation chrétienne, parce que dans le domaine de la philosophie de l'éducation en général, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une légitimité chrétienne en fait? La philosophie peut-elle en faire usage? Alors, pour la question de... Alors, ces deux ouvrages sont consacrés à la question, en gros, comment on pourrait le dire de la manière la plus générale possible, quelque chose comme, oui, y a-t-il une spécificité de l'éducation chrétienne? Le premier était plutôt axé sur anthropologie chrétienne et éducation, et le deuxième s'interrogeait encore plus spécifiquement sur quelles sont les spécificités de ce qu'on appelle l'enseignement catholique, c'est-à-dire cette branche de l'enseignement public qui est liée au secrétariat général d'enseignement catholique. À chaque fois en se disant, y a-t-il un propre? Y a-t-il un propre? Sous-entendu, s'il n'y en a pas, s'il y en À a quoi pas, ça peut-être sert à quoi ça d'appeler? sert? Voilà, enfin, je veux dire, ça va de soi, mais et en fait, on s'aperçoit que cette réflexion sur le propre, bon, dans le premier ouvrage, il s'agissait surtout d'agréger des penseurs euh, qui axaient le propos sur la question de l'anthropologie, parce que de fait, la manière dont tu regardes l'enfant euh, peut varier selon les lieux où l'on parle, voilà, les lieux où l'on se trouve. Voilà. Donc, il peut être bon de se dire, mais qu'appelles-tu un être humain? Quoi? Est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on peut souhaiter pour un être humain? Voilà. Avant de se mettre à éduquer. Voilà. Évidemment, comme l'éducation est déterminée en amont et en aval par l'anthropologie, c'est-à-dire que l'idée que je me fais de ce que doit être un homme détermine le processus éducatif, mais le processus éducatif contribue à fabriquer des êtres humains. Je dis un homme ou une femme, pardon. Et, et cette double détermination-là, bon, bien, pour, pour des chrétiens, elle, elle peut se poser de manière un peu spécifique. Voilà, à quoi tient-on, que vise-t-on, et puis est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Ça, c'était plutôt le premier ouvrage, où il y avait des voix dans l'ouvrage volontairement assez discordantes. Voilà, des manières d'écrire, mais aussi des voix assez discordantes. Le deuxième était davantage consacré à un propre de l'enseignement catholique. En fait, pour être tout à fait honnête, il répondait à une enquête assez importante qui avait été montée par, euh, par une série de chercheurs et qui concernait la question du propre, s'adressant à plein d'enseignants, de parents d'élèves, d'administratifs, de chefs d'établissement, de responsables de tutelle, etc., en leur disant, mais c'est quoi l'enseignement catholique en fait pour toi? Et il y a eu comme ça euh, tout un tas de verbatim, des milliers de pages, des centaines de pages, disons, euh, qui ont permis de faire émerger quelques thèmes importants. Dans cette, je sais pas, le rapport à la liberté, la figure du chef d'établissement, le rapport à l'hospitalité. Voilà. Euh, et chacun de ces thèmes a été traité par des auteurs différents. Ce qu'il en ressort, c'est, euh, à mon avis, que le cadre, enfin, oui, la démarche éducative, pardon, excusez-moi, je cherche un peu mes mots, mais la démarche éducative euh,
évidemment, n'est pas neutre sur le plan politique, on l'a dit, moral, mais sur le plan anthropologique et sur le plan euh, de, du, je sais pas comment le dire, je veux pas employer trop de, mais un peu le terreau métaphysique sur lequel ça va croître, quoi. Donc, Mhm. l'idée que tu te fais de la liberté de l'enfant à laquelle il est appelé, l'importance de l'hospitalité, le type de, eh bien, ou le rapport à l'espérance, voilà. Euh, Ça crée des distinctions possibles entre des manières de faire. Voilà. Et dans on pourrait dire que dans la période contemporaine, c'est quand même souhaitable euh, qu'on soit, au moins qu'on prenne le temps de réfléchir à ce qui peut distinguer des manières de faire ou dans des manières d'accompagner les enfants. Voilà. C'est une D'accord. réponse un peu générale, mais euh, bien sûr qu'il y a, euh, pour un chrétien, à réfléchir euh, à ce qu'il peut souhaiter ou à ce qu'une certaine conception de l'être humain induit en matière éducative. Mhm. Voilà. Je pense à des choses. euh, on répondrait très différemment, même vous et moi. Enfin, je veux dire, je pense que C'est si on prenait certain. le temps d'en discuter, bah, pour vous, ce qui compterait beaucoup, ce serait tel truc, et puis pour moi, tel autre. Mais à titre très personnel, moi, je viens du monde de l'enseignement catholique. Hein. Euh, je, je- je- je sais qu'il y a des fondamentaux dans le regard qu'on peut porter sur les familles et les enfants. Mhm. Euh, dans les manières même, quand moi, le chapitre qui m'occupait, c'était le chapitre sur l'espérance éducative. Si vous voulez, un éducateur du public, il espère pas moins qu'un éducateur du privé ou de l'enseignement catholique. Hein. Son travail, c'est d'espérer pour l'enfant. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je mets derrière le regard espérant que je porte sur l'enfant? Voilà. Bon, c'était ça, c'est ce genre de questions-là qui nous ont occupés. D'accord. Mais alors, puisque nous venons d'aborder la question de l'éducation chrétienne, on peut euh, naturellement, je me pose aussi la question de l'éducation ignatienne, peut-être parce que, voilà, bon, on prêche pour sa cathédrale, peut-être comme nous sommes aux facultés Loyola Paris, spiritualité ignatienne. Alors, lorsqu'on parle de tradition pédagogique, y compris ici aux facultés, est-ce qu'on peut dire un mot aussi de la tradition ignatienne? Parce que nous venons là d'aborder la tradition chrétienne plus large, mais si on plongeait un peu plus profondément, pourrait-on aussi avoir une spécificité de la tradition ignatienne? Alors en fait, quand on réfléchit pour faire le lien avec la question précédente, quand on réfléchit à la particularité de l'enseignement catholique, une des particularités de l'enseignement catholique, qui est, comment on pourrait dire, presque objective, Mhm. qui saute aux yeux dès qu'on se met à regarder ce que c'est que l'enseignement catholique, c'est la grande diversité des manières de faire. Ça veut dire que si vous faites quatre portes ouvertes de quatre établissements différents dans le même week-end, ce que font certaines familles, bah, assez vite, on voit qu'il y a des manières de faire, des manières d'accompagner qui sont quand même très différentes, qui on l'espère, souscrivent tous au même projet fondamental, mais dans les manières de faire, il y a des différences. Alors, dans ce panel, dans cette biodiversité, on pourrait dire, des traditions éducatives, bah, la tradition ignatienne, on le sait, je ne le dis pas parce qu'on est ici, enfin, elle jouit d'une reconnaissance particulière. Euh, Qu'est-ce qui la caractérise? Ben, on connaît quelques grands fondamentaux. On a la chance quand même d'avoir en France le Centre d'études pédagogiques ignatien, le CEPI, qui travaille, qui forme les enseignants dans les établissements scolaires de, cette tutelle, de ces tutelles ignatiennes, euh, euh, et au-delà d'ailleurs, qui forment à des pratiques ignatiennes. Ben, pour nous ici, aux facultés, ce qui saute aux yeux, c'est les particularités liées à l'accompagnement des personnes. Mhm. On voit bien qu'on n'accompagne pas tout à fait ici comme ailleurs. C'est pas se pousser du col de dire ça, c'est simplement que ça transpire dans toutes les pratiques ici. Mais probablement aussi le lien à la relecture, ça va de soi, le lien à l'émulation, probablement le lien à la prise de parole, le lien au rôle particulier des textes, etc. Bon, voilà, on pourrait comme ça décliner. Et puis dans les établissements scolaires, de manière plus classique, le lien à l'intériorité, le lien au théâtre, le lien au jeu, bon, voilà, tous ces grands marqueurs voilà, qui, qui, euh, qui caractérisent la tradition pédagogique ignatienne. On pourrait se dire que d'autres traditions, s'il y avait d'autres personnes à ce micro, mobiliseraient d'autres caractéristiques. Mais j'ajoute un terme, un mot, pardon,
pour, pour cette tradition pédagogique spécifique aussi, la recherche est importante. Et produire encore aujourd'hui des concepts pour penser cette tradition-là, c'est important. Sinon, ce qui guette les traditions pédagogiques, c'est l'épuisement des termes clés. La fraternité, la belle affaire. Si on fait que répéter le terme comme un leitmotiv, bien évidemment, le terme, comme on pourrait dire, s'affadit ou s'épuise. Et donc, dans notre tradition pédagogique aussi, eh bien, je sais pas, le terme de relecture, c'est pas parce qu'il est très profond, très beau, qu'il peut pas s'épuiser. Et donc, il faut que nous, enfin, j'ai l'air de pointer du doigt en disant, en faisant des leçons, mais je dis juste à titre personnel, en tout cas, je suis frappé de l'importance et de la valeur qu'aurait des travaux fondamentaux, conceptuels, pour continuer à repenser les grandes intuitions fondatrices de notre tradition pédagogique. Voilà, en plus, ici, il se trouve que c'est un bon lieu pour ça. Voilà, donc c'est, euh, à mon avis, une préoccupation qui compte de continuer à renouveler notre compréhension des concepts, à en avoir comment on pourrait dire, une conception, une compréhension sans arrêt actualisée. Voilà. D'accord. En tous les cas, je vous remercie infiniment, lui, d'avoir accepté de vous prêter une fois de plus à ce jeu, de répondre à nos questions, de nous éclairer sur les enjeux de la philosophie de l'éducation dans le monde contemporain. Merci à vous. Quant à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café, en vous remerciant, comme d'habitude, de votre fidélité, de votre écoute, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.